Merci à tous les amis de la Terre, merci de nous accueillir ici. Merci au nom des membres de Terra Nostra, cette jeune OBNL qui a vu le jour dans Port-Neuf en janvier dernier. Richard, tu peux te montrer parce que... Voilà, si vous avez des questions, Richard peut vous répondre aussi. Et notre site n'est pas encore constitué. On fait passer une petite liste pour ceux qui voudraient être avisés de la mise en ligne de notre site et pour ceux qui voudraient recevoir des informations. Vous allez voir pourquoi. Donc n'hésitez pas à entrer en contact avec nous et puis à participer. Donc en effet, je suis agronome. J'ai même travaillé 10 ans comme professionnelle de recherche dans les fumiers et les lisiers, au centre de recherche, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement. En fait, c'était pas ce que je souhaitais à l'origine. J'avais fait un cours d'agronomie, puis une maîtrise en sol, mais dans le but de sauver les sols, parce que j'avais été sensibilisée à cette problématique au Sénégal. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette photo de ce petit garçon noir dubitatif. J'étais dans un village où il n'y avait pas d'eau courante, pas de latrine même, il fallait trouver un arbre, il y en avait peu en sortant des cases le soir. Et cette problématique est revenue en force à peine arrivée chez Alixir. Je pensais avoir échappé aux mauvaises odeurs des fumiers animaux, mais pas du tout. Lucie Mingui, la directrice d'Alixir, cherchait des façons de valoriser l'état de mouka. Le mouka, c'est les résidus de distillation qui sont en grande quantité quand on prépare de l'huile essentielle de sapin, des cinétons, etc. Et comme elle avait une fille en Allemagne qui participait à un concours sur des toilettes sèches, le lien s'est vite fait. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, nous aussi, préparer de la litière, mais surtout trouver des solutions localement pour le village de Grondines et les villages de Port-Neuf. À Grondines, donc on est sur le bord du fleuve, sur la 138, les sols sont très minces. Donc installer des fosses septiques et des champs d'épuration peut devenir très problématique, surtout dans le village où il y a peu d'espace. On se retrouve rapidement dans des situations intenables où les coûts de fosses septiques peuvent atteindre 20 000, 25 000 dollars et plus. On a même vu dans le cas de Saint-Jérôme ce couple à la facture qui avait payé 40 000 dollars pour une installation septique parce qu'il leur fallait quasiment une mini-station d'épuration pour être aux normes. Donc ça, c'est un avant-goût pour souligner le fait que les normes actuelles laissent à désirer, mais je ne rentrerai pas plus dans le sujet tout de suite. Donc, dans le fond, pour ceux qui voudraient partir tout de suite, j'ai 3 messages. C'est pas compliqué. Voilà, Terra Nostra avec notre bel emblème de corne d'abondance et en tout cas, chacun pourra se laisser inspirer par cette image, mais qui nous porte et qui est vraiment à notre image. Avec ici l'eau, la terre, la production végétale et prendre soin de la terre tous ensemble. Il y a des bactéries là, vous ne les voyez pas parce qu'elles sont petites, mais elles font partie de cette biodiversité qui est tellement nécessaire à notre survie et à notre bien-être. Donc voilà, pour les 3 messages. Les toilettes sèches font partie de l'assainissement, des solutions pour aller vers un assainissement durable, on y reviendra. Et on est tous concernés, à la fois en tant que consommateurs d'eau potable et bien entendu comme utilisateurs de toilettes, quel que soit le type. Parce que, évidemment, on ne peut pas dissocier l'assainissement de la production d'eau potable. Ici, le long du fleuve, il y a des usines d'épuration, puis un peu plus loin, il y a des usines de traitement d'eau pour fabriquer de l'eau potable. En tout cas, cherchez l'erreur. Il y a un petit problème qu'on développera plus tard. Alors, avant toute chose, j'aimerais laisser la parole à un sage. Ok. Je vais bien mettre ouais. Alors, on n'a pas un système de son super high-tech en bon français, mais ça fonctionne quand même. Connecter notre guitare. Comment? Connecter notre guitare. Ouais, ok. Tac. Ça, c'est un court-métrage qui a été fait dans le cadre du cabaret, présenté dans le cadre du festival de Port-Neuf pour l'environnement au cabaret Kino le 30 avril dernier. Alors. Donc là, c'est probablement la rivière Blanche, à côté de la rivière Sainte-Anne.
Les toilettes chest, là, ben c'est bon pour tout le monde, puis ça sauve nos rivières. C'est moi qui ai fait le son. Voilà. Vous êtes bien amusés, puis moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir ce petit extrait où, en acteur principal, nous avons le vénérable et respectable monsieur Léo Denis Carpentier, qui est nul autre que le directeur et fondateur du festival de films de Portneuf pour l'environnement, qui tenait sa 13e édition à Saint-Casimir il y a 10 jours. Et il faut de l'humour, justement, pour cette question aussi sérieuse, parce que il y a un tabou, de toute évidence, qu'il s'agit de dépasser. D'ailleurs, je vais me détendre pour parler de pipi-caca, ça prend un déposer. Et ça prend de l'humour aussi pour ne pas désespérer. Oups. Il faut la flèche de droite s'en vient. Oui, c'est ce que je fais. Pardon. Non, je pense que c'est juste... Juste pour vous situer, en fait, je vais développer mon sujet en 3 parties. Vous parlez d'abord du système actuel, hein, de tout allez-vous à la fosse septique. Ensuite, et on va voir que ce n'est pas durable du tout, qu'est-ce qu'il faut faire, de quoi il s'agit quand on parle d'assainissement durable, et comment, et je vais préciser là avec ce que j'appelais l'option toilette sèche, qui est une des façons d'aborder les solutions et de façon relativement simple. Ben voyons, Excel, pourquoi ça ne marche pas? Non, pardon. Oui, un petit encadré d'abord, pour ceux qui ne sont pas spécialistes dans la gestion des eaux usées. Les eaux usées, on s'entend, il s'agit de nos déjections, de l'eau, généralement potable, hein, c'est celle des toilettes, papier hygiénique, des eaux grises. Les eaux grises, ce sont les eaux ménagères, c'est-à-dire les eaux qui proviennent de nos éviers, des douches, des laveuses à linge, des lave-vaisselle. Et toutes sortes de choses qu'on jette malencontreusement ou malheureusement dans les toilettes. Je suis sûre que personne ne fait ça ici, mais ce qu'on peut entendre de Sylvain Houd, un des membres de notre conseil d'administration qui est spécialiste et en charge des égouts à la ville de Laval, c'est absolument épouvantable. Tout ce qui est retenu dans les grilles à l'entrée de la station, ça forme des espèces de gros ballots de filasse, parce qu'évidemment il y a des cheveux, il y a en tout cas toutes sortes de bouts de plastique. Les toilettes servent souvent et malheureusement de poubelles, ce qui pose de graves problèmes. Les déjections, c'est composé d'urine, de matières fécales qui contiennent évidemment des éléments fertilisants comme azote, phosphore, potassium, mais aussi des bactéries, c'est là qu'il faut faire attention, et de la matière organique. Alors que l'urine, elle contient, on va le voir, surtout de l'azote et du phosphore. Rapidement ici, ça permet de voir que l'azote est surtout à 90% quasiment contenu dans l'urine, un petit peu dans les matières fécales et très peu dans les eaux grises. Le phosphore, il n'y en a pas beaucoup dans les eaux grises, surtout depuis qu'on n'utilise pas de lessive phosphatée. Et puis ça, on prend ça, c'est des moyennes françaises qui datent de 2009, les choses peuvent évoluer, et puis selon évidemment les mœurs de chacun, ça peut beaucoup varier, mais le tableau est là. Pour le potassium, c'est à peu près réparti, et les pathogènes sont à 99% dans les matières fécales. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on met tout ensemble des choses qui sont pas du tout... des choses très différentes et qui mériteraient un traitement spécifique. Nos fesses, les matières fécales représentent moins de 50 litres par an, l'urine moins de 500, à peu près 500 litres, c'est-à-dire 1% des 55 000 litres d'eau consommée par personne et par an, incluant ici les eaux grises et les chasses d'eau. Et ça, c'est basé pour 150 litres par habitant et par jour, une moyenne française. Au Québec, on est à
300, c'est épouvantable. En tout cas, je pense que je l'ai mis un peu plus loin. On est loin derrière aussi l'Ontario et évidemment loin derrière l'Europe qui paye l'eau. Alors peut-être que ça a dû jouer dans la consommation des ménages. Voilà un petit résumé. Donc dans les déjections, 99% des bactéries, 98% d'azote, 90% de phosphore, là il y a une erreur. Et cela dans 1% du volume total des eaux usées. Est-ce qu'il y a un problème? Alors ce qu'on fait, c'est extraordinaire, on prend cette pollution, on la dilue et ensuite on dépollue, c'est payant ça. Et cette dilution, voilà les chiffres. Au Québec, 386 litres d'eau consommée par habitant et par jour, en Ontario c'est 225. Donc au Québec, ces proportions, enfin, je veux dire le volume des déjections par rapport au volume total des eaux usées est encore moindre, puisque les grilles sont plus importantes. Alors, juste, toujours dans l'encadré numéro 2, vous avez ici un schéma du tout à l'égout et là du tout à la fosse septique. En gros, les canalisations amènent les eaux usées à la station et puis on rejette dans le fleuve, enfin, ou dans un cours d'eau. Et l'idée, c'est que les normes, ici, sont établies de telle sorte que grâce au phénomène de dilution, l'impact sur le milieu est jugé pas trop nocif. On ne parle pas de... Les normes sont des concentrations, pas des charges. Alors, quand il y a plein d'exutoires comme ça et d'usines sur un cours d'eau ou sur un fleuve, évidemment, ça se cumule. Mais bon. Dans le cas des tout à la fosse septique, le système est composé d'une préfosse, éventuellement d'une fosse et d'un champ d'épuration. Dans la... Je ne sais pas si j'ai une image ici. Oui, voilà, ça c'est le schéma très simple de la station d'épuration de Sherbrooke. On ne rentrera pas dans les détails, bien évidemment, mais c'est pour vous dire qu'il y a en gros 5 étapes, hein, en commençant par le dégrillage, dessablage, déshuilage, dégraissage, ensuite on passe à la décantation, à la biofiltration, à la désinfection par UV. Et ça on le fait surtout de juin à septembre parce que on cherche à tuer les dernières bactéries. Et là, je tiens à préciser que même dans les meilleures stations d'épuration, on ne fait pas une épuration totale. Et en particulier, les médicaments, les hormones, toutes sortes de micropolluants et de polluants émergents ne sont pas du tout retenus par ces systèmes. Parce que ça passe trop vite. Et ce n'est pas conçu pour ça. Et quand on parle de polluants émergents, micropolluants, je n'étais pas là à la dernière conférence, mais apparemment, il y a de quoi être très préoccupé. Donc ça, c'est pour la station de Sherbrooke. Voilà, ça c'est l'image d'un champ d'épuration. J'ai gardé cette image pour que vous compreniez la taille, enfin l'espace que ça peut occuper sur une parcelle. Alors si dans 15 ans, 30 ans, c'est colmaté, il faut changer le champ d'épuration. Ben, pas de problème, on va couper les arbres là par exemple, ou on va enlever la piscine, ou on va, enfin en tout cas, on va comme à Grondines. Il y a des gens qui envisagent d'acheter un terrain au-dessus de leur maison, derrière la rue du village, pour pouvoir pomper leurs eaux usées et faire de l'épuration de champs d'épandage. On est vraiment tombé sur la tête, en tout cas. Je continue. Donc voilà, les 7 bonnes raisons de désespérer, c'est qu'on est dans des systèmes de plus en plus complexes et évidemment de plus en plus coûteux, que ça cause des drames humains. Je pense en particulier à cette dame. Dans notre groupe là, de Terra Nostra, il y a un dénommé François Caron qui est spécialiste en sol et qui fait les études de sol préliminaires aux installations septiques. Et puis il ne pouvait pas faire autrement de recommander à cette vieille dame qui habitait toute seule dans cette grande maison le système convenu pour les 4 ou 6 ou 7 chambres à coucher. La dame n'avait pas les moyens de se mettre aux normes. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle utilise la fosse septique à pleine capacité? En tout cas, là encore, le règlement est appliqué de façon très stricte et bête et ça fait ruer les gens dans les brancards et c'est comme ça qu'il y a eu
du mécontentement qui est venu à la fois de Port-Neuf et d'Abitibi, où là-bas les sols sont argileux. Et donc, comme il n'y a pas d'infiltration possible dans le sol naturellement, les gens doivent avoir des systèmes très sophistiqués qui coûtent la peau des fesses. Évidemment, on peut se désespérer face au gaspillage d'eau considérable. En moyenne, 30% d'eau va directement dans les chasses. Alors, on réduit les chasses d'eau, mais c'est quand même de l'eau qui part à chaque chasse. Et d'ailleurs, j'aimerais dire en aparté, on pense que c'est une bonne idée de réduire notre consommation d'eau. Il y a des campagnes, des stratégies de réduction d'eau potable. En Allemagne et même au Québec, je l'ai appris récemment, les gens qui traitent en charge des stations d'épuration et des réseaux sont catastrophés parce que ces fameux réseaux n'ont pas été conçus pour des plus faibles charges. Autrement dit, il se forment des bouchons avec les fameuses filasses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça crée un milieu anaérobie qui dégage des acides qui corrodent les canalisations. Et puis quand il y a un grand coup d'eau, tout ça est dégagé d'un seul coup, arrive en trop-plein à la station d'épuration, déviation, ou plutôt ce qu'on appelle la surverse. Et bref, on croyait faire une bonne affaire en économisant de l'eau, mais finalement, il faut en rajouter dans les réseaux pour les curer, ou s'il y en a naturellement de façon importante, on se retrouve aussi avec des problèmes d'eau non traitée à l'exutoire. Enfin bref, c'est assez sordide en fait, tout ce qui se passe dans les égouts. C'est pour ça que j'aime bien parler de toilettes sèches. Alors, la pollution de l'eau, on gaspille l'eau, mais on la pollue aussi. On la pollue comment? Les réseaux, évidemment, ils sont vieux, ils sont désuets, c'est fissuré, il y a de l'infiltration qui se fait vers l'extérieur, ou même de l'eau qui rentre, mais là, du coup, ça dilue, puis ça charge, ça amène un plus grand volume à la station. Mais la pollution de l'eau se fait aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du fait que l'épuration n'est pas totale. Il y a toujours des nitrates, des phosphates, et des médicaments et toutes sortes de choses qui passent. Et dans le cas des fosses septiques aussi, et c'est ça dont on est en train de se rendre compte actuellement, parce qu'on le voit autour des lacs, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de grosses villes, il n'y a que des maisons avec des fosses septiques aux normes, et malgré tout, les lacs vieillissent prématurément. Il se forment des cyanobactéries, c'est le phénomène d'eutrophisation. À tel point qu'au lac Sergent, il y avait une bataille rangée. Lac Sergent, c'est dans Port-Neuf. C'est un lieu extrêmement peuplé. Et il y avait une bataille rangée entre ceux qui voulaient, avec monsieur le maire, construire un égout collecteur, et d'autres qui disaient non, il faut absolument que tout le monde soit aux normes avec ses fosses septiques. Finalement, la dernière évaluation d'ingénieurs s'élève à 12 millions pour un égout collecteur. Ils ont abandonné l'idée, ils nous demandent un forum toilette sèche pour le juillet prochain, et ça va peut-être être la voie du milieu qui va raccorder tout le monde. Mais ils en sont... Bon, évidemment, il n'y a pas que les fosses septiques qui affectent la qualité du lac. Il y a la navigation, le fait que les sédiments soient remués, il y a l'érosion des berges, etc. Et puis les écoulements des plates-bandes, des pelouses, etc. Au lac Sergent, on n'a pas le droit d'appliquer du compost acheté à l'extérieur. Enfin, en tout cas, on ne peut pas... tout est très contrôlé, et ils sont à cran. Mais c'est ce qu'on observe aussi dans le bassin de la rivière Saint-Charles. Les fosses septiques, les installations des nouvelles constructions sont aussi pointées du doigt et font partie de la problématique, pas seulement les celles de déglaçage. Enfin bon, vous connaissez le problème mieux que moi. Mais tout ça pour dire que cette pollution de l'eau, elle se fait non seulement par le réseau d'égouts, à l'exutoire de la station d'épuration des eaux, au niveau des fosses septiques, et à la fois vers les eaux de surface et vers la nappe phréatique. L'impact sur le climat, ça, il est beaucoup plus subtil, et moins perceptible. Évidemment, on peut penser à tous ces camions qui transportent des bouts de fosses septiques sur les routes jusqu'à la station d'épuration les plus proches. Aussi, les gaz à effet de serre qui sont générés par les stations d'épuration elles-mêmes. Mais il y a un impact qui est... vous le comprendrez mieux après, mais
qui passe par le fait que, on y vient après, du fait de la dilapidation de la matière organique et des fertilisants, les sols sont moins bien soutenus, sont plus sensibles à l'érosion, il y a moins de végétation globalement. Bon, le système d'épuration, d'assainissement qui fait qu'on prend de l'eau soit en surface, soit de façon souterraine, on la consomme et ensuite on la renvoie plutôt en surface, plutôt que par infiltration, ça favorise le grand cycle de l'eau. Autrement dit, l'eau qui circule par les cours d'eau, qui s'évapore ensuite au-dessus des océans et vient se condenser au niveau du continental, ça c'est le grand cycle de l'eau, par opposition au petit cycle de l'eau qui est créé par les pompes vivantes là, que constituent les arbres, qui viennent puiser dans le sol l'eau, l'évapotranspire, et puis cette eau se reprécipite régionalement, mettons. Et plus il y a de végétation, vous le comprenez, plus il y a un climat qui se tempère, plus il y a moins d'écart de température et de masse thermique et de vent violent, etc. Donc l'impact sur le climat, il est... Mais ce ne serait pas surtout en fait le méthane qui est émis par les eaux usées, mais je sais qu'on n'est pas posé de questions. Ben, en fait, c'est ça. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais il y a un article là que je considère que tout le monde devrait lire pour comprendre à quel point on contribue au changement climatique aussi par le système d'assainissement. Pas seulement le... Mais là, je sors de mon sujet. Ce sera une autre conférence parce que c'est vraiment passionnant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour lutter contre les changements climatiques, pour rétablir cet équilibre entre le petit cycle et le grand cycle de l'eau, pour faire en sorte que ça ne soit pas déficitaire, que ça ne soit pas au profit du grand cycle, mettons, il faut absolument, par tous les moyens, favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol pour la recharge des nappes. Actuellement, il y a un déficit global au niveau des nappes phréatiques. Et notre système d'assainissement actuel amplifie le problème plutôt que de le corriger. Donc on verra en quoi les toilettes sèches peuvent être une petite contribution dans mon sens. Sixième bonne raison de désespérer, donc la dilapidation de matière organique. On mange, on prend de la matière organique vivante qu'on ingère et ensuite, en gros, on l'envoie à l'océan. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, à très grands frais, on vient prendre l'azote atmosphérique de l'air. Ça coûte très cher énergétiquement pour faire des engrais azotés. Et puis, on va puiser dans les mines de phosphate pour alimenter notre agriculture. Bon, ça, c'est tout le drame et l'histoire de l'agriculture industrielle. Mais on sait bien, le pic du phosphore, certains disent qu'on l'a déjà atteint, d'autres pas. En tout cas, la polémique demeure, mais ce qui est certain, c'est qu'on jette encore à l'égout de l'azote, du phosphore et de la matière organique, en général, qui serait bien mieux dans nos sols que soit dans le fond des océans, comme je disais, ou sous forme de boue de stations d'épuration qui sont là contaminés de par leur provenance multiple. Quand on mélange des eaux usées domestiques avec des eaux industrielles, des eaux commerciales, on se retrouve avec des mélanges pas toujours très intéressants. En tout cas là, d'ici à 2020, il faut que toutes les boues de stations d'épuration des eaux soient enfouies. Donc c'est un retour vers l'agriculture, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un cercle, une boucle un peu plus rapide et puis surtout mieux valoriser ces composantes qui sont contenues dans notre urine et dans nos matières fécales. Dernier point, et non le moindre, c'est qu'on a actuellement une réglementation non seulement désuète, mais carrément rétrograde. Alors là, je parle du Q2R22, qui est ce fameux règlement qui encadre la gestion des eaux usées des résidences isolées, c'est-à-dire des résidences non raccordées à l'égout. Alors vous pourriez vous dire, ah bon, moi j'habite en ville, je ne suis pas concernée. Pas du tout. Là encore, vous buvez l'eau du lac Saint-Charles, donc vous êtes concerné par la façon, on est indirectement concerné par la façon dont l'assainissement se fait en campagne, ou en tout cas en bordure des villes, etc. Et là, j'y reviendrai, mais il y a une fenêtre importante, parce que cette réglementation est en cours de modification, et on est en phase de consultation publique jusqu'au 19 juin. Donc,
appel à mémoire à venir dans quelques minutes. Donc pourquoi ça ne marche pas, ce système? C'est parce qu'on est dans un système linéaire qui ne respecte pas les cycles. Alors j'ai parlé du cycle de l'eau, peut-être pas très clairement, mais vous y réfléchirez. Le cycle de l'azote, du phosphore, des éléments minéraux en général. On est dans une logique de pollution, gaspillage de deux ressources, je le rappelle. Et de l'eau potable, pour la plupart du temps, qu'on a déjà payée, et mais pas payée seulement monétairement, mais payée collectivement de toutes sortes de manières. Deuxième ressource importante, l'urine et les matières fécales. On crée une pollution, on la dilue, on l'évacue le plus loin possible de nous, on dépollue et on dilue ensuite de nouveau dans les cours d'eau. Autrement dit, on procède à une délocalisation des problèmes et ça génère des situations pas du tout équitables, ni entre les villes et les campagnes, ni entre les citoyens eux-mêmes, parce que bientôt, encore une fois, ce seront les plus riches qui pourront s'équiper d'un système de traitement d'eau potable chez eux pour être sûr de ne pas avoir trop de fluor, de chlore ou de ceci ou de cela, et de métaux lourds ou de contaminants émergents. Donc voilà. Ça, c'est un schéma qui illustre cette situation linéaire. Donc quand on rejette nos eaux usées plus ou moins bien traitées, là ça représente les surverses. Les débordements, soit par surverse, soit par dérivation. Dérivation, c'est quand on fait des réparations à l'usine de traitement des eaux ou dans le réseau, comme ça a été le cas à Montréal avec le Flushgate. Et ça, c'est absolument quotidien. Ça a fait la manchette des journaux en novembre dernier, mais vraiment, c'est quotidien. Donc évidemment, en aval, on ne peut pas utiliser cette eau pour irriguer nos champs. Et puis, on ne peut pas la boire non plus. Parce que ce serait possible de se baigner dans le fleuve sans aucun risque un jour. On verra. Donc voilà, on rejette de l'eau pas totalement épurée et puis on en prélève pour faire de l'eau potable. Donc ça résume un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Maintenant, deuxième point, on est face à un mur, il faut absolument changer. On ne va pas continuer à se taper la tête contre le mur. C'est ce qu'on appelle changer de paradigme, c'est sortir de la boîte, sortir de la logique elle-même, se baser sur d'autres prémices. Et c'est la difficulté qu'on a eue avec mon groupe, là, quand on est allé rencontrer le ministère de l'Environnement, la direction des eaux usées, c'est que, et ils font leur boulot, ils ont tout mon respect, mais je me faisais rappeler à l'ordre parce que je sortais justement toujours du sujet. Si on a le nez collé sur les règlements et qu'on doit respecter tout ça, on n'est pas en train de le remettre en question. Donc comment faire? C'est notre grand défi là, avec la consultation publique et le dépôt des mémoires. Qu'est-ce qu'il faut faire ou suggérer pour que dans le règlement actuel, il y ait déjà les prémices d'un nouveau monde? Alors là, bonne chance, parce que tout ça est tissé très serré, puis on sait que le QDR22 est un des règlements les plus sclérosés du ministère, par exemple. Donc, pour un assainissement vraiment durable, évidemment, on garde la santé publique en tête, ça c'est la priorité des priorités. Comment faire pour assurer la santé des gens sans les toilettes à eau, sans les toilettes à chasse d'eau? Ça, c'est une grande question. On veut évidemment protéger l'environnement, l'eau et les sols, tout ça y est, valoriser les ressources, et je parlerai toujours des déjections humaines et des eaux grises. Les eaux grises aussi sont des ressources, c'est de l'eau. Et puis il y a des éléments fertilisants là-dedans aussi qui méritent d'être... Il faut aussi sortir de sa bouche le terme de déchets, parce que ça entraîne une logique linéaire et de dépollution. Un assainissement durable, c'est en tout cas pour notre part une gestion localisée, basée sur une économie circulaire et qui crée de l'harmonie dans les communautés plutôt que des décalages et des inéquités. Voilà une illustration de ce que ça pourrait être. Grâce à ici, là, ce qui est représenté ici, c'est une usine de méthanisation, de fabrication de biogaz ou des plateformes de compostage. L'idée étant, c'est que
les matières fécales et l'urine des villes ou des villages, peu importe, soient recyclées le plus rapidement possible, valorisées en agriculture, mais ça peut être en foresterie, dans n'importe quelle plate-bande. Quand on a du compost, le compost, vous savez ce que c'est un matériau, un amendement qui est stabilisé et qui confère au sol une bonne structure et une bonne capacité d'absorption de l'eau, ce qu'on recherche dans notre petit cycle de l'eau. Et aussi, ça libère, sous l'effet des bactéries, des micro-organismes, les éléments fertilisants dont les plantes ont besoin. Donc par le compostage, on nourrit le sol. C'est un peu la formule, on nourrit le sol plutôt que de nourrir la plante directement comme on le fait avec les engrais minéraux. Donc voilà. Ici, tout le monde est content, on peut se baigner dans le fleuve, prélever de l'eau potable à moindre coût, parce que ça coûte très cher, hein, la potabilisation de l'eau. Et puis il y a un programme canadien, beaucoup d'argent mis à disposition des collectivités pour les systèmes d'aqueduc et d'égouts et bien d'autres. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez le choix entre réparer vos vieux tuyaux d'eau usée ou améliorer votre station de traitement de l'eau. L'argent va souvent vers la station de traitement de l'eau. Ce qui évidemment a sa logique, mais pas complètement, parce qu'on n'en finit plus. Plus le système d'assainissement est laissé pour compte et mal entretenu et puis mal suivi, plus il va falloir des stations d'épuration performantes. Donc c'est sans fin. Ça, je l'ai mis, on ne passera évidemment pas en revue, mais c'est les 16 principes du développement durable qui sont énoncés dans la loi sur le développement durable. Et c'est très inspirant, parce que, évidemment, c'est plein de vœux pieux, mais pas seulement pieux, mais ça nous montre qu'il y a, c'est écrit en tout cas, dans nos textes, qu'il y a vraiment un souci de développement durable, une volonté politique pour aller vers ça. Maintenant, comment c'est appliqué? Alors, comment faire pour aller vers l'assainissement durable? D'abord, je vais vous parler des toilettes sèches. Voilà. Les toilettes sèches ou toilettes sans eau, ou très peu d'eau, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, parce qu'il peut y avoir des systèmes à vacuum ou à chasse de mousse, foam flash, qui permettent d'évacuer des déjections avec très très peu de liquide pour que ça aille vers des usines de méthanisation par exemple. Et là on est dans un système où il y a une récupération, une valorisation des matières organiques. Donc ces toilettes sèches, en fait, on est très loin des bécosses qu'on a vu dans le petit film avec Léo Denis. Le premier modèle commercial date de 1939, c'était le Clivus Multrum en Suède. 1939, hein, commercial. Ça veut dire qu'il y avait déjà des gens qui planchaient avant pour avoir des brevets et puis pour penser à toutes sortes de systèmes. Là, je vais vous en montrer quelques-uns. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que, bon, il y a évidemment la toilette elle-même, le dispositif sur lequel on s'assoit. Et puis, quand on va vers des toilettes à compostage, comme c'est ce que je vais développer là maintenant, il y a un composteur qui est soit intégré, là c'est les modèles compacts, soit dissocié dans le sous-sol. Il y a plusieurs modèles. Pour que la matière organique et les matières fécales et les urines, au contact de la litière, alors dans certains modèles on en met beaucoup, pas beaucoup, à chaque fois, au fond du baril, enfin bon, il y a toutes sortes de variétés, que cette litière qui est riche en carbone, ça peut être de la sciure, des copeaux, probablement aussi du carton, en tout cas moi j'ai pas fait de test, mais les gens utilisent surtout de la sciure, que cette litière se combine à en fait, vous avez peut-être quelques notions de compostage. Ce qui est important, c'est que les bactéries qui travaillent pour rien, pour nous, aient un menu équilibré, qui est un rapport carbone-azote acceptable. Dans nos déjections, il y a un peu trop d'azote, surtout du fait de l'urine en grande quantité. Donc c'est bien d'apporter du carbone, des matières ligneuses qui vont permettre aux micro-organismes de faire comme dans la forêt, quand les feuilles tombent,
de fabriquer de l'humus. Le compost, en fait, c'est un phénomène d'humification, mais contrôlé ou encadré par l'activité humaine. Mais le but ultime, et ce qu'on souhaite, c'est un compost stable et assaini, qui ressemble à de l'humus, finalement. Oui, et puis un petit mot sur le compostage. Vous savez que dans nos jardins, le compostage permet évidemment de transformer la matière. Il se perd beaucoup de gaz carbonique et d'eau par évaporation, donc la matière diminue. Parfois, on se dit, mais c'est extraordinaire, on remplit la boîte, et puis ça diminue au fur et à mesure. Il se passe, notamment quand il y a un compostage thermique, c'est-à-dire qu'une montée en température de la masse, il y a un assainissement de la matière, c'est-à-dire une destruction des micro-organismes pathogènes. Et dans le cas de compost de jardin, ça détruit aussi les graines de mauvaises herbes. Donc on est très content. Pour revenir à nos toilettes, on a des toilettes unitaires où tout est mélangé. Les déjections sont pas séparées. Alors qu'ici, on a des toilettes à séparation des urines. Alors vous voyez ici, il y a une petite cloison avec... évidemment, messieurs, il faut s'asseoir, sinon ça ne marche pas, c'est compliqué. De façon à ce que les urines soient collectées séparément, là c'est illustré dans ce schéma, et les matières fécales de l'autre, avec le papier de toilette. Ça c'est un petit schéma, mais quand on est dans des immeubles à plusieurs étages, ça devient des grosses citernes qui sont pompées de l'extérieur. Et l'urine est alors récupérée, utilisée comme un engrais minéral, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de l'azote qui est rapidement disponible. Et à ce moment-là, il faut prendre les précautions d'usage. Voilà, ça c'est juste une petite illustration. Je l'ai affiché ici aussi, vous pourrez venir le voir. Ce tableau, ça vient d'un rapport de Toilettes du Monde, je crois, ou du réseau d'assainissement écologique français. Ça date un peu, mais l'idée c'est que, voilà, il y a plein de modèles. Du plus simple ici, je vous en montrerai tout à l'heure, qu'on appelle la toilette à litière biométrisée, à des systèmes plus complexes, électriques, avec ventilation, etc. Ce qui est intéressant de savoir, parce qu'on dit toujours « ah, ça sent mauvais », avec les systèmes unitaires, quand on mélange les déjections avec la matière carbonée, puis on recouvre notre cadeau de litière par exemple, les odeurs sont captées. Il n'y a pas les problèmes d'odeur, et on le sait, quand on ne tire pas la chasse pendant un petit moment, il y a de la volatilisation ammoniacale, ça peut être très, très désagréable quand l'urine reste à découvert, si je peux dire. Donc, il y a dans les systèmes électriques à séparation d'urine, il y a une aspiration, une ventilation qui se fait par la cuvette et ça évacue les odeurs. On peut aussi mettre une ventilation pour les toilettes unitaires, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Donc voilà quelques modèles que j'aime bien de toilettes sèches extérieures. Vous voyez ici, là il n'y a pas d'électricité. Et c'est une espèce de cheminée noire qui, avec une petite turbine, pas une turbine, mais enfin une petite hélice en haut. Comme, évidemment, c'est orienté au sud, de préférence, donc la paroi chauffe l'air qui est à l'intérieur, ça crée l'air chaud montant, il y a un appel d'air qui se fait, puis l'air de la cabine est évacué vers l'extérieur. Donc ça, c'est bien quand il y a du soleil quand même. Ici, l'électricité est apportée par la plaque solaire. Ça, c'est un modèle qui vient de Montpellier. Je ne donnerai pas de nom, mais c'est agréable de voir que toutes ces équipes qui font preuve de beaucoup de créativité, souvent c'est des architectes, des agronomes qui s'associent, et des ingénieurs, et qui révolutionnent littéralement cette idée de la toilette sèche. Évidemment, les toilettes sèches pour des événements style festival, en tout cas même mariage, enfin peu importe,
C'est très pratique et c'est beaucoup plus agréable à utiliser que les toilettes chimiques bleues. Je ne sais pas si vous en avez l'expérience, personnellement, je trouve pas ça génial. Ici, on a encore une toilette sèche extérieure, mais qui a été auto-construite. Ça, on est à l'éco-centre Pierre-et-Terre dans le Gers, dans le sud de la France, que j'ai visité en avant-dernier, en février dernier. Ils ont des toilettes, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est unitaire. On s'assied, il y a un trou en dessous, puis on s'arrange pour que la lumière vienne plutôt d'en bas pour qu'on ne soit pas... qu'il n'y ait pas trop de désagréments à la vue du trou noir. Les urinoirs sont reliés directement à des réservoirs. Et voyez-vous ici, les toilettes tombent dans une grosse chambre de compostage, hein, dans le fond de laquelle on a mis une épaisse couche de litière, et puis de temps en temps quelqu'un vient brasser. C'est ce qu'on a fait là avec le directeur du centre, et franchement il n'y avait rien de répugnant. Il y avait déjà, c'était même un peu trop sec, donc de temps en temps ils rajoutent un peu d'urine, ils arrangent ça, enfin bon, ça marche bien. Ils reçoivent jusqu'à 3000 visiteurs par an dans une période assez concentrée au moment de leur festival, et ils ont calculé environ une vidange tous les 3 ans, mais là ça faisait en fait plus de 3 ans qu'ils n'avaient pas eu besoin de vider le compost qui se produit. Vous vous souvenez, le compost, je vous ai dit, c'est une matière qui a une bonne capacité d'absorption d'eau. Donc le compost lui-même sert de litière réceptrice des futures matières, puis s'enrichit progressivement. Donc ça aussi, vous pouvez voir dans les fiches là-bas, des éléments là-dessus. On est toujours là dans les toilettes autoconstruites, alors chacun peut donner libre cours à son imagination. Ça, c'est ce que les Français appellent la TLB, toilette à litière biométrisée. Ça a été très vulgarisé par un dénommé Joseph Orzag, un scientifique belge-hongrois, qui milite toujours à 80 ans passés, un peu à l'instar de Joseph Jenkins, dont le livre de Humanure Handbook va être traduit aux éditions Éco-Société, là, ou est en cours de traduction. Monsieur Jenkins, lui, fait la même chose aux États-Unis, c'est-à-dire la promotion depuis des décennies d'une toilette très simple, formée d'un seau. Là, on a un seau en inox qu'on remplit un petit peu de sueur. On fait ses besoins. Avant que ça arrive jusqu'en haut, on sort le seau. On dimensionne le seau en fonction de ses muscles, finalement, de sa capacité à sortir ou de ses besoins. Et le compostage ne se fait donc pas sur place, mais dans le jardin. Et en France, c'est une pratique qui est autorisée depuis pas longtemps, depuis 2009, à condition que ce compostage se fasse à la parcelle. Là où ils ne sont pas encore au point, mais nous encore moins, c'est qu'ils considèrent pour les eaux grises qu'il faut avoir soit que ça parte dans un égout collecteur, soit que ça soit traité comme des eaux usées. Donc il y a des ajustements à faire. Et comme je disais, au Québec aussi, on a beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Maintenant, dans les maisons, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de toilettes dans les maisons aussi. Là, je vais vous montrer quelques images de développement résidentiel en Allemagne. Vous voyez, ici, il y a une chute qui va jusqu'au composteur. Et là, c'est la chute du voisin du dessus qui a été décoré ici en phare. Et puis, à chaque étage, chacun a imaginé sa façon d'agrémenter la colonne. Donc là, 36 maisons avec des toilettes sèches unitaires. Et ça date de 86, c'est un des plus vieux. Les eaux grises sont traitées par marais filtrant et le compost sert dans les plates-bandes autour des bâtiments. Ici, en 94, là, il y a 70 logements sur 130 qui sont équipés de toilettes sèches. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais encore ces grandes colonnes qui rejoignent un grand composteur au sous-sol qui demande quand même un certain entretien. C'était possible dans un développement écologique parce que les gens sont conscients des économies d'eau qu'ils font, de l'importance du recyclage, etc. C'est pas tout à fait pour monsieur, madame, tout le monde, à moins d'avoir quelqu'un d'attitré, enfin, comment dire, oui, aidez-moi, enfin, oui, c'est ça, quelqu'un qui s'occupe de ça et qui le fait bien.
Donc, parce que c'est comme tout, hein, il faut un minimum d'entretien. Mais, avec les toilettes sèches, pas de problème de canalisation qui gèle ou d'éclaboussure ou autre problème de ce genre. Ici, on est à Rostock, avec des toilettes sèches pour une garderie, des bureaux, un restaurant. Là encore une image des grands composteurs. Donc c'est fait de telle sorte qu'à un moment donné, quand c'est trop plein, on peut évacuer du compost mûr ici par la base. Il n'y a pas de réservoir, mais c'est les cuvettes et puis tout est semblable par ailleurs. Ici, on est près de Genève, à la coopérative Équilibre. Eux, ils consomment moins de 60 litres par jour, et par habitant et par jour. Vous vous souvenez du chiffre québécois, là, 300 et quelques? 386. Pas mal, quand même. Et là, la moyenne suisse est un peu plus haute que la moyenne française, 160 litres par habitant par jour. Bon, c'est un projet expérimental, mais qui fonctionne depuis 2011. Mais parce que c'était expérimental, ils ont calculé tous les coûts. Et il y a un surcoût de 2% par rapport au système conventionnel. Mais du fait de tous les... Je me répète encore, mais du fait que ça soit expérimental et que ça soit une première, ça explique certains coûts parce que les composteurs ont été faits sur mesure. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas disponibles comme ça dans le commerce. Il y a eu des ajustements. En tout cas, je trouve que c'est un bel exemple. D'autant plus qu'il paraît que le maire de Québec est allé à Lausanne, ou va aller à Lausanne et va s'inspirer de ce qui se passe pour la préservation du lac Léman. Mais j'ai fouillé un peu, j'ai écrit une lettre, et puis apparemment, les toilettes sèches ne font pas partie du programme du centre, enfin du... Oui, du chose internationale là, entre la France et la Suisse pour gérer l'eau du lac. Ici, ça c'est un projet assez incroyable. On est en Mongolie intérieure, en Chine, à Dongshen. C'est un projet conjoint Suède et Chine avec, retenez ce nom, EcoSanRes. C'est un institut de recherche avec des dizaines et dizaines de chercheurs spécialisés dans l'assainissement durable et écologique qui pondent toutes sortes de rapports. On est dans un ensemble d'immeubles de plusieurs étages, 825 appartements en tout équipés de toilettes sèches. C'est quand même pas rien. Alors, il ne faut pas dire que ça ne se peut pas. Il y a une école avec 900 enfants, plus 100 personnes dans le personnel, un centre de service. Et là, on est dans des toilettes sèches à diversion d'urine. Comme je vous disais tout à l'heure, l'urine est utilisée comme engrais. Les composts sont utilisés localement. Et évidemment, on prend soin aussi de bien gérer les eaux pluviales et les eaux grises. Là, on est à 80 litres par jour et par personne. Alors, ce projet, je n'ai pas encore eu trop le temps d'approfondir. C'est un espèce de méga projet pilote. Il y a eu des ratés, parce qu'il y a eu des problèmes de raccordement, enfin bon, mais ça reste quand même une grande première mondiale, et de laquelle les chercheurs et puis tous les acteurs finalement locaux et puis en Suède ont tiré énormément de leçons. Et dans cet environnement-là où on manquait d'eau, avec des problèmes de surpopulation, il n'y a pas le choix, on va vers ça de toutes les manières. Ici on est à Seattle, dans le Bullitt Center. Il y a 10 toilettes à compost. Là ils utilisent une tasse d'eau pour la chasse. Les composteurs sont au sous-sol avec des ajouts de copeaux, et puis les eaux grises sont filtrées, traitées et valorisées par irrigation, et on favorise leur infiltration. Donc c'est un édifice à bureau moderne avec toutes ces labels éco, durables, machin. Voilà les composteurs. Donc évidemment ça prend un peu d'espace. Hein. Et là, voilà, ça c'est juste pour parler de la gestion des eaux grises. J'aime bien ce petit schéma. Ça c'est tiré de guide californien, où là les eaux grises on recommande que les eaux grises soient valorisées. Il n'y a pas d'obstacle comme au Québec. Et là on voit la sortie de machine à laver qui va directement vers les arbres. Vous vous souvenez, les arbres, ça a besoin de beaucoup d'eau. Et par les racines, ça favorise en plus l'infiltration de l'eau dans le sol.
Donc ici, on n'est pas dans un système d'épandage comme dans nos installations septiques. Les installations septiques, ça s'appelle, c'est un épandage de type souterrain. On gratte le sol, on s'assure qu'il n'y a plus de terre, hein, on pose nos tuyaux, on recouvre, on utilise le sol comme filtre, alors que là, on favorise la pédoépuration, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour que, évidemment, les tranchées soient juste un petit peu en dessous de la surface du sol. Ça peut être des tranchées remplies de BRF ou de broyats de matériaux qui évitent un colmatage, hein, c'est ça qui est important. Puis en général, il y a un filtre à graisse aussi proche de la sortie. Et l'idée, c'est que c'est les bactéries du sol, les micro-organismes du sol qui vont se nourrir et donc faire cette épuration efficace. Donc au Québec, même si on a un climat qui est quand même particulier, avec de longs mois d'hiver, le sol bien protégé par la neige ou par, pourquoi pas, des andins de matière végétale ou autre, ne gèlera pas. Et donc l'activité microbiologique peut se poursuivre. Et c'est tout ça qu'il s'agit de documenter, d'expérimenter pour aller de l'avant. Donc appel en passant aux projets pilotes et aux chercheurs qui voudraient se lancer sur la question. Oups, pardon. Donc maintenant, quand même, 7 bonnes raisons d'espérer. Premièrement, c'est que dans l'urgence et l'inconfort, on bouge, on passe à l'action. On fait des prises de conscience aussi. L'intelligence et la créativité humaine sont sans borne. On le sait, pourquoi pas l'appliquer aux toilettes sèches et puis à l'assainissement durable. Grâce aux médias et Internet, il y a une grosse capacité de mobilisation. Juste à notre niveau, on s'en est rendu compte, sans talent ni compétences particulières. On a lancé une pétition l'été dernier et en peu de temps, on a récolté 1600 noms. Ça, on a pu, c'est ici le texte de la pétition si vous souhaitez la lire. Et puis on a fait parler de nous dans les médias locaux. Bref, de fil en aiguille, on a éprouvé le besoin de se constituer en OBNL parce qu'on avait de plus en plus de demandes de gens qui nous disaient « Ah, chez moi, j'ai un problème, un chalet, mon champ d'épandage est colmaté, etc. » Soit dit en passant, si vous avez un champ d'épandage associé à des toilettes sèches, ce que vous avez le droit de faire maintenant, la loi ne vous l'empêche pas, vous allez faire durer votre champ d'épandage, de toute évidence. Si en plus vous avez de bonnes pratiques de gestion de vos eaux usées dans les installations septiques, du genre je ne déverse pas d'eau de javel dans mes toilettes ou on évite de prendre sa douche en même temps qu'on fait tourner la machine à laver et puis avec beaucoup de... Il faut éviter les coups d'eau. Bon, là je sors un peu du sujet, mais tout ça pour dire que avec notre pétition, on a rejoint beaucoup de monde. Enfin, peut-être pas tant que ça, mais on voit que grâce à Internet, il y a moyen de rejoindre les gens. On a des ressources scientifiques et techniques non négligeables dans le domaine des engrais de ferme en particulier. Je peux en témoigner. On a des chercheurs, des spécialistes en fumier, en compostage, en sol, et puis aussi en gestion des eaux en tout cas. Et puis les déjections humaines, c'est comme les déjections animales. Il faut prendre les mêmes précautions parce que Waterton, là, le drame, je ne sais plus combien de victimes ça avait fait, mais c'était pas des débordements de toilettes sèches, là, c'était des élevages, c'est ça, de bovins. Donc de toutes les manières, les micro-organismes pathogènes, il faut les avoir à l'œil, il faut les contrôler, quel que soit le système. Il y a beaucoup d'exemples inspirants, comme vous l'avez vu, et puis là c'est vraiment une faible fraction. Et ici aussi, il y a des tas de gens dans l'ombre qui ont des toilettes sèches et qui sont tous satisfaits et qui gèrent localement et écologiquement leur matière. Et c'est tant mieux. Parce que, juste en passant, une des modifications réglementaires qui a été proposée actuellement, et c'est complètement aberrant, c'est que oui, vous pouvez avoir des toilettes sèches, partout, à condition d'avoir les systèmes pour toilettes à eau conventionnels, hein, parce qu'on se dit toujours, si vous vendez votre maison ou si vous changez d'avis, là, vous allez polluer, puisque vous n'aurez pas les fameuses fosses septiques et le champ d'épandage approprié.
Et puis, si vous êtes dans une situation comme en Abitibi avec des sols argileux, qui vous obligent à avoir des systèmes très compliqués et très coûteux, on vous propose d'avoir une fosse de rétention totale avec des toilettes sèches pour pas qu'elles se remplissent trop vite quand même. Hein. Rappelez-vous, les toilettes sèches, ça permet de faire en gros 30% d'économie sur l'eau et sur les effluents domestiques. Donc, je me suis perdue, mais tout ça pour dire que la volonté politique, c'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure à travers les 16 principes de développement durable. L'intérêt, semble-t-il, du ministre Hurtel, qui est aussi député d'Abitibi, ça tombe bien. Hein. Donc, nous, on a l'appui du député fédéral, libéral de notre comté, qui n'a pas peur de parler de toilettes sèches en chambre, donc tant mieux, profitons-en. Et septième bonne raison d'espérer, c'est cette fameuse consultation publique qui se termine le 19 juin, et à laquelle, vraiment, je vous appelle à contribuer, ne serait-ce que par une lettre ou un mémoire, ou enfin, selon votre situation ou votre organisation. Dans un avenir proche, Terra Nostra va pouvoir diffuser une ébauche de son propre mémoire et aussi une proposition de lettre type avec une sorte d'énoncé des raisons, des points critiqués dans la réglementation actuelle. Parce que c'est vraiment c'est assez ardu. Moi, j'ai abandonné. Il y a 2 collègues là qui font ça très bien et puis qui vont étudier chaque modification point par point. Et puis il y a des choses très techniques, mais il faut que tout ça soit vulgarisé et puis à notre portée pour qu'on puisse réagir et puis se manifester. Donc cette consultation, c'est très important. Si vous nous laissez vos courriels, vous pourrez être tenus au courant. Alors maintenant, donc, comme je vous le disais, je vous invite à laisser votre nom si vous voulez recevoir des informations. Vous pouvez aussi devenir membre. Ça, c'est Richard qui va prendre vos inscriptions si vous le souhaitez. Participer à la consultation publique. Et puis, si vous voulez promouvoir aussi le développement, l'assainissement durable, il y a des t-shirts avec cette équation ici, qui permet de passer le message. Donc, pour l'instant, il ne nous reste que quelques autocollants de ce type là, pour coller sur les voitures ou sur peu importe. Et on a aussi l'emblème de Terra Nostra. Donc voilà, je vous invite à poser toutes les questions que vous avez. Donc, dans le fond, si ça te convient, Sandrine, souvent ce que je fais, moi, j'aide juste à prendre les tours de parole, s'assurer qu'il y a un bon équilibre entre les hommes et les femmes, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui prennent la parole et tout ça. Donc, ça te va-tu? Si j'ai un peu des tours de parole. Puis, s'il vous plaît, parlez fort parce que c'est filmé, puis aussi pour que tout le monde vous entende bien. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut commencer, oui, monsieur, puis ça va être madame. Monsieur. Toi, Madame Sandrine, m'entendez-vous? Oui. Alors, au sujet des toilettes publiques, des toilettes dans les résidences, il y a une question que je me pose, il y a 2 questions que je me pose. Premièrement, quand tu fais ton caca, Oui. ça a l'air de descendre tout seul, mais dans la vie de tous les jours, il me semble que ça descend tout le temps comme ça. Des fois, ça colle sur les parois, avez-vous quelque chose? Ça descend tout seul, ça, là? Il faut apprendre à se centrer, mon cher. Non, écoute, là, honnêtement, moi j'ai utilisé à l'occasion des toilettes sèches, mais je n'ai pas été confrontée à cette problématique. Si on a une petite brosse chez nous, là. Oui. Puis on a de l'eau, puis en plus, il faut passer la brosse en plus, tu sais. Oui. Parce que des fois, ça fait des. Comme moi, j'explose. Jacques. Ok, on va tous savoir. Non, mais dans cette toilette sèche, dans les détails. non, mais c'est une bonne question parce que c'est important pour qu'il y ait une Parce que là, popularisation c'est pratique. pratique, confortable, facile d'utilisation. Ouais. Si tu as assez de litière comme absorbant, tu peux toujours mettre un peu d'eau ou vaporiser, essuyer avec un papier brun que tu laisses dans les toilettes. Hein, tout ce qui est biodégradable, même les épluchures de carottes, ça peut aller au compost.
Mais oui, effectivement. C'est des... Ben, on va l'essayer, fait qu'on va voir. Ouais. On va mettre à l'épreuve cet été. Mais il s'agit d'avoir une chute large dans ce cas-là. Ah, c'est ça. Une chute très large. Ouais. Je pense qu'il y a un monsieur qui voulait réagir aux propos, puis je vais donner après le droit de parole à madame qui l'avait demandé. En fait, vous l'avez dit, moi j'ai déjà utilisé ça. Et j'ai remarqué que les parois étaient très loin. Ah, on ne va pas. Ah! Tu es surpris. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Les parois, on les voit même pas. OK. Ça dépend des Donc, ça modèles. prend des parois assez larges. Ça pourrait. Ouais, c'est pas des toilettes comme tu as chez nous. parce C'est que ça, c'est C'est ça. vraiment trois étoiles. Les toilettes sèches, les parois sont vraiment loin. On les voit même pas, en fait. Ça dépend des modèles, mais effectivement, il s'agit de trouver ce qui est propre. Parfait, OK. propice à Ça chacun. répond. Merci. Il y avait madame, puis j'ai vu les mains là. Allez-y. Oui, puis moi, en fait, tu sais, vous avez parlé des résidus de médicaments qui polluaient aussi, qui n'étaient pas traités par les eaux, par les centrales d'épuration, finalement. Est-ce qu'avec le compost, ça se trouve à être traité et détruit avec les hautes températures du compostage? Non, merci pour la question, parce que j'ai découvert avec grand plaisir une étude scientifique française récemment, mais je n'ai pas exploré par les moteurs de recherche universitaires et autres, et je sais que c'est possible parce que ça se fait dans les composts de fumiers animaux. Mais cette étude en particulier avait été faite en Bretagne à partir de fumier humain récolté à l'issue d'un festival de musique. Donc une énorme benne à partir de laquelle des échantillons avaient été pris et co-compostés avec des résidus verts. Là, ils ont prouvé que s'il y avait 75% de résidus verts, 25% de fumier humain, c'était parfait comme mélange. Et qu'au bout de 3 semaines, les 2/3 des médicaments et des stupéfiants étaient détruits. Et seulement au bout de 3 semaines. Comparativement avec Alors, l'eau qui est c'est zéro Voilà. filtre. Alors, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces fumiers humains avaient été entreposés pendant 6 mois. Ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est que plus on laisse de temps aux micro-organismes pour travailler, plus ils vont faire leur boulot, surtout si on leur donne à manger, ils ne demandent pas mieux. Hein. Et puis, il y a dans le compostage, il y a une activité bactérienne prédominante au départ, mais ensuite, dans la phase de stabilisation du compost, c'est des champignons qui se développent. Et les champignons ont une grande capacité pour détruire des molécules complexes. Donc, oui, c'est à documenter. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais quasiment. C'est sûr que l'aspect sanitaire est bien mieux encadré avec un compostage correct. Et soit dit en passant, si vous faites votre compostage chez vous, je vous suggère de laisser votre compost tranquille pendant au moins un an et demi, 2 ans. En France, ils recommandent 1 an et demi. Ici, on peut allonger vu qu'il y a une période moins active, à moins que le compost soit bien isolé. Mais laissez le temps et la nature travailler pour vous, tout simplement. Merci. Il y avait monsieur, après madame derrière, puis monsieur. Merci beaucoup. C'était une très très bonne présentation. J'ai quelques questions qui me viennent en tête. Peut-être parler un peu plus fort, s'il vous plaît. J'ai pas pris en note mes questions, mais il m'en est venu Ça plein viendra. en tête. J'ai entendu parler de cacador dans les journaux. Oui. Puis je me demandais si vous étiez au courant. Si vous Oui, pouvez nous en parler. je suis très au courant. Ok, c'est bon. C'est votre élixir, ça? Élixir, oui. C'est sans rapport, ça? Oui, très grand rapport. C'est l'expression de Lucie Mingui elle-même. Et d'ailleurs, moi, j'avais proposé Cacador en un seul mot. Elle m'a dit non, Cacador. C'est votre organisation qui a Oui, c'est la directrice de l'entreprise pour laquelle je travaille. Ok. Et elle a fait partie du premier groupe de citoyens avec Stéphane Bourleau qui n'est pas là ce soir, mais d'autres. Richard est venu par la suite, mais on travaille en équipe et puis on est très... Voilà, Cacador, ce projet Cacador, en fait, ça s'inscrit dans le concept développé par Lucie Mingui d'habitat circulaire, où là, non seulement on recycle tout ce qu'on peut recycler et composter tout ce qu'on peut composter dans la maison, mais on récupère aussi la chaleur du compost pour chauffer la maison. Donc il y a vraiment l'idée de rien ne se perd, quoi. Tout se transforme. Donc oui, Ça peut prendre combien de temps pour le compost là, de se faire dans le récipient où est-ce qu'il faut mélanger avec la litière, tout ça? Puis est-ce qu'on peut utiliser ça aussi pour l'alimentation dans le potager, par exemple, pour les humains? Ou
Alors, Oui. tout à fait. Les deux messieurs dont je vous ai parlé, là, Joseph Jenkins et Joseph Orza, c'est drôle, ils ont le même prénom, mangent leurs légumes amendés par des composts humains depuis longtemps. Et puis, comme bien d'autres gens au Québec ou ailleurs, oui, du compost, c'est du compost. Et puis, une fois qu'il est fait, je veux dire, on ne peut plus savoir si ça vient de chez un tel ou de telle étable. C'est transformé, c'est comme la litière dans la forêt. Vous ne pouvez pas dire, si, il y a peut-être des indices qui permettraient de dire ça vient de tel type d'arbre, mais quand même. Je croyais que c'est utilisé seulement pour l'alimentation, l'agriculture destinée à l'alimentation animale. Pour les composts? Ouais. Alors, par précaution, on dit ne mettez pas ça sur vos laitues, mettez ça au pied de vos arbres fruitiers, par exemple, ou dans des plates-bandes de vivaces non comestibles. Mais je veux dire, il y a des tas de gens qui pratiquent du jardinage avec du compost de fumier humain sans souci. Ça, c'est plus pour ceux qui débutent, disons. Madame Derrière, c'est bon. Moi, ma question, c'est que j'ai vu dans les journaux que le ministère de l'Environnement avait sorti quelque chose sur les toilettes sèches, que ça avait été publié dans la Gazette. Mais c'est quoi qui est... ça, c'est dernièrement. Alors, c'est quoi qui est sorti à ce moment-là? Quel impact ça a sur... Alors, ce à quoi vous faites référence, c'est probablement l'annonce faite le 10 avril dernier par le ministre de l'Environnement, M. Hortel, en Abitibi. Puis nous, dans Portneuf, c'est son adjoint, M. Plante, et puis le député de Portneuf qui sont venus nous annoncer un certain nombre de modifications réglementaires, dont 4 options, dont une prévoit, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'utilisation de toilettes sèches en association avec les fosses de rétention totale. Jusqu'à présent, dans le règlement, les toilettes sèches, alors dans le vocable là, de la réglementation, on parle de cabinet à fosse sèche. C'est ce que vous avez dans la forêt. Là, on creuse un trou et puis ça se remplit, on met au nom de la litière. D'ailleurs, dans le règlement, ils disent de ne pas mettre de litière. Ça se remplit, puis quand c'est plein, hop, on déplace son cabanon. Ça, c'est le cabinet à fosse sèche. Et les cabinets à terreau, c'est des systèmes qu'on voyait tout à l'heure avec soit les systèmes compacts où le compostage se fait à même le dispositif le siège finalement, ou à distance dans le sous-sol par exemple. Donc, sur le coup, moi j'étais là au moment de l'annonce dans Portneuf. Et puis, quand j'entendais le mot toilette sèche, je me réjouissais, mais dès que j'ai commencé à regarder le règlement de plus près, c'est un véritable désastre. Et ça n'a rien de ce qu'ils annoncent, à savoir des solutions écologiques et durables. Parce que, dans le fond, ils ne proposent la toilette sèche que pour amoindrir la quantité d'eau utilisée et déversée dans des fosses de rétention totale. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Oui, très bien. Mais en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu des pressions citoyennes. Donc le ministre a dit à ses administrateurs, enfin son ministère, allez, sortez-moi quelque chose rapidement et on va annoncer une première phase de modification réglementaire et puis une deuxième phase où on précisera les aspects concernant les toilettes sèches et les eaux grises. Mais on s'est fait dire, ça c'est une bonne tactique pour avoir la paix. Parce qu'il n'y aura probablement pas de deuxième phase en 2017. La première phase risque de s'étendre et puis... ouais. Peut-être pour préciser, c'est que finalement, c'est des réservoirs étanches. Et là, en ayant des réservoirs étanches, c'est qu'on est obligé de les vider régulièrement et le coût est énorme, exorbitant chaque année. Donc, au fond, ça devient une solution qui est inacceptable. Et nous, ce qu'on propose, au fond, c'est le traitement des eaux grises, tout simplement. Et là, c'est là qu'on va, en tout cas, nous, faire des pressions dans notre mémoire là, pour justement autoriser, amener l'autorisation des eaux grises, du traitement des eaux grises. Il y a des systèmes qui le font facilement aujourd'hui. Merci. Monsieur? Oui. Dans la présentation, on voyait que c'est la majorité ou la totalité des statistiques, c'est des statistiques européennes. Oui. Est-ce qu'au Québec, vous avez des statistiques à fournir pour le Québec ou est-ce qu'il y a une quantité de toilettes sèches qui sont installées au Québec? Alors, comme elles ne sont pas autorisées, c'est difficile de savoir. Donc, il n'y en a pas. Donc, si moi je me cherche un fournisseur d'une toilette sèche... Alors, vous pouvez aller chez Home Depot, pour ne pas le nommer, puis vous avez des modèles Sanmar ou des modèles
séparait. Oui, ce que disait le règlement aussi, c'est qu'il faut des toilettes sèches normées, NSF 41, ça c'est une norme américaine. Donc, si vous voulez vous équiper de toilettes sèches, même si vous êtes relié au réseau d'égout, vous pouvez le faire. Vous pouvez acheter ici ou par Internet, peu importe. Et on n'a pas d'informations. Dans votre présentation, vous avez plus d'informations européennes. Mais ici, au Québec, on n'a pas collecté ces informations. Voilà, on est en train de le faire et c'est précisément une des activités, des raisons d'être de Terra Nostra, c'est de servir de centre d'information et de diffusion de tout ce qui touche à cet assainissement durable. Et dans nos projets, mais bon, on cherche de l'argent d'abord, c'est l'installation d'un site d'exposition. On a déjà le lieu là, sur la 138 entre Deschambault et Gondine, où seront présentés les différents types de toilettes sèches et expliquer les modes de fonctionnement pour que les gens sachent, ne dépendent pas d'un vendeur qui a une commission sur un type en particulier, mais puissent faire un choix raisonné. Parce qu'on n'a pas l'inventaire présentement d'installation. On ne sait pas au Québec comment il y en a. Non, ça fait partie. Moi, j'aimerais bien mener l'enquête là-dessus, mais c'est délicat parce que je pense à une dame que je n'aimerais pas évidemment, mais qui a obtenu de son inspecteur d'avoir un champ d'épandage restreint parce qu'elle avait des toilettes sèches. Et ça s'est fait parce que l'inspecteur était ouvert et puis il y avait un certain sens logique. Mais c'est pas autorisé pour l'instant. Donc les gens qui sont un peu en marge ne se déclarent pas nécessairement. Monsieur Devant, oui. C'est sûr que la toilette sèche, c'est censé, qu'est-ce qui bloque au niveau du grand public, de l'administration, du politique, pour que ça devienne acceptable et qu'on puisse en avoir? Alors, merci pour la question. Vous avez vu, l'obstacle, il n'est pas technique, il n'est pas technologique. Je n'ai pas mentionné là, les toilettes. La fondation Bill Gates a lancé un grand concours à fort renfort de subventions pour que les chercheurs planchent sur des technologies qui pourraient être utilisées à travers le monde à faible coût d'utilisation. Il y a des toilettes à nanomembrane. Et puis on peut voir l'eau qui en sort. Quoi. Donc la question, c'est ça, c'est que l'obstacle, il n'est pas technologique, c'est scientifique, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire. Il est avant tout psychologique. Et c'est là que, dans le fond, c'est important que chacun, on s'interroge personnellement sur la valeur qu'on donne à nos propres déjections. C'est un exercice intéressant parce que nos ancêtres et les générations passées d'agriculteurs utilisaient les déjections humaines pour amender leurs champs. Donc ça, c'est un travail à faire sur le plan personnel. Et puis évidemment, avec cette prise de conscience et cette mobilisation, là, le politique peut être saisi et puis la réglementation changer. Mais on a dans notre groupe un ancien employé du ministère de l'Environnement, qui est Mario Denis, qui est membre des Amis de la Terre, et qui disait avec fatalisme, on est toujours en retard. On est toujours en retard de plusieurs années. Il ne faut pas se décourager, mais c'est là que je dis, dans les 7e bonne raison d'espérer, cette consultation publique, elle est importante. Donc n'hésitez pas à lire là-dessus. Il y a un site que je veux souligner, c'est Autarcie. Il y a des documents là que Michel peut mettre à disposition aussi, puis sur Internet évidemment. Autarcie, E-A-U-T-A-R-C-I-E, c'est le site de Joseph Orzag. Il y a vraiment une réflexion de fond sur nos modes de gestion des déjections, le mode conventionnel qui s'inscrit aussi dans tout un historique et d'hygiénisme. On a peur de la bactérie. On est plein de bactéries. Sans bactéries, on ne pourrait pas vivre. C'est là où il y en a peu qu'on est exposé à des maladies nosocomiales dans les hôpitaux parce qu'elles deviennent super résistantes. Il faut, évidemment, c'est un monde invisible sous nos pieds, on ne connaît pas, et puis, mais c'est passionnant en fait, très important. Il y a une question derrière, madame? Oui, alors moi je voudrais savoir, justement, dans le débat qui fait rage actuellement à Québec, par rapport au lac Saint-Charles et les gens de la Côte-Nord, est-ce qu'on vous a invité dans le débat? Je dois rencontrer madame Mélanie de Longchamp, s'il peut, il faut que je l'appelle, avec Richard, qui est travaille pour l'APEL, l'Association de protection du lac Saint-Charles.
du lac Saint-Charles. Et oui, là, il y a aussi beaucoup de sensibilisation à faire parce que c'est une voie intéressante. Au lac Sergent, ils l'ont compris, enfin du moins le conseil municipal, et les choses risquent de bouger assez rapidement. Donc voilà. Et puis il y a eu, Richard, détrompe-moi, mais il y a eu un contact de Lucie Mangui avec monsieur Labaume, mais bon, on a dit qu'on la rappellerait. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'instant. Mais oui, il faut en parler là aussi, c'est tout à fait pertinent. Je vais prioriser, donc je sais qu'il y a des gens qui demandent la parole, mais il y a des gens qui n'ont pas encore parlé. Je vais prioriser ceux qui n'ont pas encore parlé. Madame. Si une municipalité est en faveur d'un projet comme ça, est-ce que le fédéral ou le provincial peut les empêcher ou est-ce qu'ils sont autonomes dans leur décision? Alors, non, pas complètement autonome, c'est-à-dire qu'on dit que si un objet est régi par une réglementation provinciale, celle-ci a préséance sur un règlement municipal. Par contre, dans les 16 principes du développement durable, il y a un point qui est le principe de subsidiarité. Et ça, on ne sait pas très bien encore comment ça peut se mettre en place. Il faut des maires proactifs, des conseils municipaux proactifs. Et ça dit que l'équipe municipale, mettons, est plus à même de comprendre les problèmes et de les gérer, parce qu'ils connaissent bien la problématique locale et puis les enjeux, etc. Et donc peuvent prendre des décisions. Mais là, je ne suis pas très à l'aise pour vous répondre dans l'absolu. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut que... Et je pense que la Fédération des municipalités va réagir aux propositions réglementaires, et ça n'a pas de sens. Il faut que les municipalités se positionnent clairement. Et au moment où on faisait circuler la pétition, il y a quelques municipalités, pas beaucoup, puis on n'avait pas le temps de mobiliser beaucoup de gens, mais qui avaient écrit directement au ministre. Puis on envoie la lettre en copie conforme pour démontrer. C'est des petites pressions, mais qui sont importantes si vous êtes en lien avec une municipalité. Ça s'accumule dans la liste des mémoires qui vont être lues et digérées. Moi, j'ai une question. Oui, allez-y, juste parler fort. On a vu dans les bâtiments nouveaux, on voit que ça a été réfléchi, bien pensé, ça va tout au fond, puis quelqu'un en charge de ça. Mais moi, ce que je me demande, c'est que si autour d'un lac, c'est densément peuplé, des petits terrains, puis tout le monde envoie son eau grise en arrière de chez lui, ça risque pas de faire un... Les terrains sont très petits. Voilà, actuellement c'est ce qui se passe quand ils ont des fosses septiques, ces eaux grises en fait, ces eaux usées qui ont transité par la fosse septique se retrouvent dans le champ d'épandage et s'infiltrent. Là où le sol est trop mince ou pas approprié, où les terrains trop petits, ils ont des systèmes dits tertiaires avancés, où là il y a même à l'extrême des systèmes de déphosphatation, où on enlève le phosphore. Mais en fait c'est un peu du cas par cas, parce que on pourrait même imaginer qu'il y ait des traitements d'eau potable appliqués aux eaux grises pour ne rejeter vers le lac que de l'eau pure, de l'eau potable. Donc c'est peut-être vers là qu'il faut aller ultimement dans certaines circonstances. Et puis à la base, je le rappelle, on peut commencer par utiliser un peu moins d'eau, on souillera moins par la même occasion. Là, il commence à se faire un peu tard. J'ai vu des gens partir. Donc, je vais peut-être donner encore, dans le fond, monsieur qui n'avait pas encore parlé. Peut-être après ça, une ou deux dernières questions, si ça vous va. À part si vraiment, là, tout le monde est super enthousiaste. Mais... Oui, justement, utiliser un peu moins d'eau. Je vais poser la question, est-ce qu'il y en a qui ont visité l'usine d'opération de la Beauport, l'usine de traitement des eaux usées à Beauport? Est-ce qu'il y en a ici dans la salle? Non, c'est intéressant. OK. Quelle a été votre réaction? C'est complexe. C'est une grosse installation. Ouais. Moi, ma réaction, c'était d'utiliser moins d'eau. Et puis, les robinets qu'Hydro-Québec fournit, les réducteurs d'eau, j'en ai installé partout chez nous. On utilise beaucoup moins d'eau. Le problème est disparu, mais le problème est à la première ligne. Je pense. Le problème est à la première ligne. Et puis, selon moi, la solution à court terme, puis même à moyen terme, c'est la réduction de l'eau dans la ville de Québec. On utilise de l'eau d'une façon absolument incroyable. C'est bien en bas, là, pour je pense, pour les régions éloignées, dans les bassins versants, s'il n'y a pas de solution intermédiaire. Et encore là, à mon avis, il y a un problème de maintenance.
Puis pour être sûr, au niveau administration, qu'il n'y ait pas de contamination, bien, c'est la collecte publique, puis d'être sûr que ça soit bien traité scientifiquement dans une place où traiter les eaux, mais tant qu'il y a trop d'eau, on ne peut pas rien faire. Okay? Puis ça déborde à Beauport. Puis tant qu'il y a des bassins de rétention, puis tant qu'il y a de la pluie, puis les bassins débordent. Puis à Beauport, on ne fournisse plus, ça va directement au fleuve. Alors on a vraiment un problème de surconsommation d'eau, et le problème au court terme, selon moi, il est là. En tout cas, il est vraiment là. Il est multifacette. Les solutions sont multiples et effectivement, consommer moins d'eau. Et vous vous souvenez ce que je vous ai dit à propos des réseaux non conçus pour des eaux usées plus visqueuses, mettons plus denses. Ça résout pas complètement certaines choses. Montréal voulait avoir des compteurs d'eau. Il y a une sorte de scandale qui était installé là-dessus. Idéalement, tout le monde devrait avoir des compteurs d'eau. Tout le monde devrait avoir, selon moi, obligatoirement, il y avoir des inspections qui devraient être faites, des réducteurs, et puis des toilettes qui consomment peu d'eau, à court terme. Merci, monsieur. Il y avait, dans le fond, je prendrais 3 dernières questions. Il y avait madame, monsieur, puis madame au fond qui en avait là. Oui, en fait, on avait parlé on a vu des projets, en fait, d'habitation neuve qui ont été conçus avec des systèmes de toilettes sèches. Mais est-ce qu'il y a des études ou des essais qui ont été faits pour convertir des habitations déjà faites avec une plomberie pour évacuation des eaux usées pour les convertir en toilettes sèches? Parce que c'est beau avoir l'idée de construire écologique, mais si c'est pour transformer le milieu urbain, il faut aussi être capable de faire comme une transition avec ce qui existe déjà. Oui, absolument. Et puis ça, il y a bien des gens qui devront plancher sur ces questions. Pas seulement des spécialistes en traitement des eaux, mais des urbanistes, des architectes. Est-ce que ce serait faisable de faire comme un genre de collecte comme, la récupération où il y a déjà des municipalités comme à Saint-Gilles ou Saint-Agapi qui ont déjà comme des bacs de recyclage avec le compost? OK, les autres, ils peuvent juste le péter dans le cours en arrière, mais ils ont déjà des bacs de compost. Ce serait juste un système de récupération de toilettes sèches de la ville? Ou... Voilà, mais tout ça est à penser, puis ça m'amène à vous dire que dans Port-Neuf, là, on est en train c'est encore embryonnaire, mais de former une sorte de groupe de concertation et un comité consultatif sur la question de l'assainissement durable pour amener les gens à réfléchir et à se concerter pour savoir vers quoi aller, quoi prioriser, quoi inventer. À court terme, ça paraît monstrueux, mais je cite toujours la ville de Tanum en Suède, 12 000 habitants quand même. Toutes les nouvelles constructions ont obligatoirement des toilettes sèches. C'est quand même un bon début. C'est sûr que peut-être il y a des maisons anciennes qui sont pas sur ce modèle, mais si déjà dans les codes de construction on prévoit tous ces systèmes, alors ça répond pas à votre question, mais là je cherchais ici, là, il y avait vous avez vu les composteurs au sous-sol, mais vous pourrez venir voir tout à l'heure, dans l'émission d'Infoman du 10 décembre dernier, ils faisaient un petit tour dans une grande tour à bureau de Shanghai, dans un bureau d'architecte très vert, et là on voyait un peu leur système de toilettes sèches, où le composteur déshydrateur est sur place et le compost est directement utilisé dans les plantes vertes du bureau. D'ailleurs, comme je disais à mes collègues tout à l'heure, pour attirer les travailleurs, on leur calcule l'augmentation de leur durée de vie, condition de travailler 15 heures par jour dans cet air purifié. Et on fait valoir donc la qualité de l'environnement. Il y a des systèmes peut-être plus coûteux, mais très compacts aussi. Ils peuvent être complètement autonomes, comme dans les navettes spatiales. Donc on pourrait juste comme débrancher la toilette avec l'eau puis mettre un système de toilette sèche comme ni vu ni connu. Le système compact que je vous ai montré tout à l'heure, blanc, là, dans les modèles de toilettes. Avec séparé, là? Oui, pas nécessairement séparé. Si on a accès à l'électricité, les systèmes électriques accélèrent le compostage par mélange des matières, oxygénation, et puis un peu de chauffage aussi. Le chauffage se fait par le compost lui-même, mais au démarrage, c'est bien d'avoir un petit peu de... Il y a aussi des toilettes siphons aussi, comme on a dans les avions, par exemple.
qui va aspirer les déjections. Donc ça, c'est une autre approche qui pourrait peut-être être plus facilement installable là, dans les maisons déjà construites. Là. Fait que, mais c'est certain que où il y a des marchés, il va y avoir des créateurs, des gens qui vont pouvoir faire de l'argent aussi, puis il va développer des nouvelles technologies. Je dirais que tous les 3 mois, il arrive quelque chose de nouveau, actuellement. Oui. Alors moi, j'ai 2 suggestions, puis j'ai une petite question. On va essayer de faire ça vite. Première suggestion, je connais la problématique de l'axe-argent, ça fait très très longtemps que c'est la problématique. Est-ce que l'axe-argent ne pourra pas servir, vous ne voulez pas vous en servir comme modèle, parce qu'il y a une problématique assez importante. Et si il adopte, si jamais il adopte cette formule-là, vraiment de médiatiser le tout, de se servir de ce micro-village-là comme laboratoire. Bon, ben merci Jacqueline, je rebondis tout de suite parce que c'est précisément ce que le maire nous a demandé il y a 10 jours, une semaine, d'avoir un projet pilote. Deuxièmement, il y a une usine de biométhanisation qui va ouvrir à l'automne à Rivière-du-Loup, qui récupère, vous êtes au courant, qui récupère tous les déchets des fermes alentours, des municipalités, qui sont associées avec Gaz Métro. Il va y avoir une station on va pouvoir acheter du gaz naturel à Kakuna à partir de l'automne prochain. Alors c'est une autre facette de récupération puis d'utilisation différente, mais quand même. Et la question, moi je fais du compost depuis longtemps, et on m'a toujours dit uniquement des déchets végétaux. On ne met jamais de viande, de poulet, de ci, de ça dans nos déchets, alors que là, vous dites, tu peux faire ton caca, et là, la viande... J'aime plus du poulet. Chez moi, mais on peut composter de la viande, c'est pas un problème. Le risque, c'est d'avoir des animaux qui c'est surtout pour ça. Et si tu mets des grillages, tu protèges ton compost, faut qu'il est assez loin pour pas ça dérange. Ça soit des plus Ça dépend de la température. Il faut qu'un compost ait assez haute température. Oui, mais là encore, c'est une question de temps. Je veux dire, si tu le laisses se décomposer suffisamment longtemps, on compose des carcasses d'animaux morts dans des gros cubes de cieux. Mais je suis d'accord avec toi. La température. Il y a un sérieux problème d'odeur. Ça change. Il y avait une dernière question pour ne pas ouvrir un débat sur le compost de madame en arrière. Puis de toute façon, juste pour dire, dans le fond, Sandrine est là après, le temps qu'on ramasse les chaises, tout ça, on peut prendre le temps de jaser quand même. Donc, c'est juste une observation parce qu'on parle de l'eau, de dilution, mais il ne faut pas oublier que la plupart des systèmes de collecte d'eau municipaux collectent aussi l'eau de pluie et l'eau de fonte qui mélangent avec tout ça. Fait que les débordements sont beaucoup plus souvent dus à l'eau de pluie. Fait que même si moi, diminue ma douche de 2 minutes au printemps, ça ne change rien au débordement. Ça, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de contamination des réseaux qui sont fissurés par des eaux pluviales. Le de la consommation mais c'est ça. Là, encore une fois, tous les gestes comptent et surtout la conscience qu'on Oui, mais je pense qu'il faut faire pression sur les municipalités pour qu'au moins ils séparent les deux. C'est clair. Les deux systèmes. OK, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on mélange notre eau de pluie et l'eau de fonte avec les eaux usées. Dans le fond, c'est ça. De la même manière qu'on est passé du tout à la poubelle au tri sélectif à la source, il faut dissocier les différents effluents qui ont des caractéristiques différentes. De l'eau de pluie ne sera pas chargée en phosphate ou encore moins en bactéries pathogènes. Donc, chaque chose son traitement. Oui. Je suis absolument d'accord avec vous. Donc, je prendrai c'est un petit mot de la fin, Sandrine, avant de remercier tout le monde. Est-ce qu'il y en a? Écoutez, c'est ça, passez le message. N'hésitez pas de parler de pipi, caca, toilette sèche dans vos familles, avec vos amis, parce que c'est une question de survie. Et puis, il y a une autre chose que je voudrais rajouter, parce que j'y pense évidemment dans tous ces drames, que ce soit les feux en Alberta ou les camps de réfugiés. C'est important qu'on sache comment gérer nos propres déjections. Je ne souhaite à personne de se retrouver en situation d'urgence, mais c'est comme faire son pain, quoi. Il y a des choses qu'on a besoin de savoir et de maîtriser, au moins à l'échelle collective, enfin de toute communauté.
Parce que le jour où la station d'épuration des eaux est, je sais pas, un problème quelconque, on est tous sacrément... voilà. Dans le moment de la fin, ça? Voilà, c'est le moment de la fin. Merci.